Bonjour. Dans une vidéo précédente, on a parlé des webhooks avec Dropbox Sign et j'ai utilisé une notion de sécurité qui est le CSRF. Donc j'avais montré la documentation de Rails qui parle donc de l'attaque de type Cross-Site Request Forgery. Dans la documentation, vous avez une bonne introduction et j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est que les attaques de type CSRF. Donc, Cross-Site Request Forgery, qu'est-ce que c'est? J'ai d'abord pris une définition que j'ai trouvée sur Mozilla. Là, ils le définissent comme ça. CSRF, c'est une attaque qui usurpe l'identité d'un utilisateur de confiance et envoie des commandes non désirées sur un site web. Ça peut être réalisé, par exemple, en ajoutant des paramètres malveillants dans une URL associée à un lien qui prétend aller quelque part ailleurs. Donc c'est un peu abscon. D'abord, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Peut-être pas. Eh bien, petite colle, en 2010, il y a une grande entreprise de la tech qui a été touchée par une attaque de type CSRF. Est-ce que vous savez qui c'est? Je comptais jusqu'à 3 et je donne la réponse. 1, 2 et 3. Eh bien, c'est Twitter. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? On a commencé à voir un tweet tenant des propos pas très jolis qui ont commencé à apparaître sur les fils de discussion des gens, suivi d'un autre tweet qui disait « What the fuck ?» et qui comportait un lien. Quand on cliquait sur ce lien, eh bien, à nouveau, sur notre feed, on avait ces deux tweets qui apparaissaient. C'était une attaque de type CSRF et ça a été corrigé par l'équipe de Twitter. Alors, comment ça fonctionne l'attaque de type CSRF? On va voir le scénario étape par étape. Dans une première étape, on va avoir un attaquant, un pirate qui va donc générer un lien, une requête malveillante qui sera potentiellement nuisible, comme ce qu'on a vu avec le lien dans le tweet. Dans une deuxième étape, l'attaquant il va du coup intégrer cette attaque, cette requête dans un lien hypertexte et il va le distribuer sur Internet à des endroits où on ne va pas se méfier en tant qu'utilisateur. Exemple, le tweet, même si on aurait pu se douter qu'il ne fallait pas cliquer n'importe où. Dans une troisième étape, on va avoir un utilisateur lambda qui est connecté à une application. Là, j'ai parlé de Twitter, mais ça pourrait être un site bancaire. Il est connecté dans un onglet, par exemple ici dans notre schéma, dans l'onglet numéro 1. Et il va en même temps, dans un autre onglet, ouvrir sa boîte mail. Et on va imaginer que, par exemple, l'assaillant lui a envoyé un email avec le lien malveillant. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est sur un navigateur, les cookies, ils ne sont pas spécifiques à un onglet. Ils sont partagés avec tous les onglets. Donc si moi je suis connecté à Twitter, ou par exemple tout simplement ici sur mon compte Gmail, mais en réalité, une autre tab va elle aussi avoir accès aux cookies. Donc imaginons, moi je suis sur Twitter, je suis donc connecté à Twitter, je reçois un lien malveillant dans un email, je clique dessus, et bien la requête de ce lien va être envoyée à l'application, banque ou Twitter, et va comporter les cookies et donc les credentials d'authentification. Du coup, cette requête va être considérée comme bonne par l'application. Et à partir de ce moment-là, eh bien, l'application va traiter la requête et va l'exécuter. À l'époque, dans Twitter, donc, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, Twitter, on pouvait générer des tweets juste grâce à une requête de type GET, au lieu désormais de requête de type POST, et du coup, ça a créé une vulnérabilité. Quand on cliquait sur le fameux lien qu'on a vu au tout début ici, eh bien, ça envoyait avec no code, no credential, no cookie, une requête de type GET à Twitter, et Twitter postait ces tweets sur notre profil. Donc, comment on fait pour se protéger de ce type d'attaque? Eh bien,
avec Rails, on a ce qu'on appelle des jetons d'authenticité. Donc, Ruby, alors première chose déjà, toute action qui va consister à écrire en base de données, donc par exemple générer un tweet et le stocker en base de données, ça doit être fait au travers de requêtes de type POST et non de requêtes de type GET. Dans un formulaire dans une app Rails, s'il est généré grâce au helper Rails, ça va nous générer un formulaire qui va directement venir avec un token d'authenticité. Et comme ça, lorsque l'utilisateur lambda va envoyer une requête POST à notre application, Rails va comparer le token reçu et le token qui était stocké en mémoire. Et si les jetons reçus et stockés ne sont pas identiques, eh bien ça va déclencher une erreur de type Action Controller Invalid Authenticity Token. Ça signifie qu'on n'a pas pu vérifier la requête et du coup, elle est rejetée et ça nous protège de l'attaque de type CSRF. Donc là, on le voit bien sur notre schéma. Là, j'ai deux onglets qui donc, encore une fois, partagent les cookies. Un attaquant m'a envoyé un lien qui va essayer d'utiliser des attaques de type CSRF. Je clique sur le lien, il n'y a pas de jeton, donc l'application rejette cette requête, cette demande. Alors, un petit bonus avec ce qu'on appelle les requêtes cross-origin. Qu'est-ce qui se passe si le pirate, du coup, crée une attaque qui envoie une requête de type GET dans mon application, récupère de cette page HTML le jeton d'authenticité et l'utilise pour envoyer lui-même une requête? Est-ce que Rails sera piégé? Eh bien non, puisque Rails nous protège de ce scénario en vérifiant ce qu'on appelle la Same Origin Policy. Je vous ai mis un lien vers Mozilla, à nouveau. Et j'ai extrait ce tableau qui explique bien ce que ça fait. En gros, ça va vérifier, en plus de tout ce qu'on a fait précédemment, le jeton, que ce soit une requête POST, on va vérifier que c'est bien de la même origine, que ça vient bien de notre application, la requête, et pas d'un système tiers. Donc, on va déjà regarder si on a la même origine. Donc ici, storecompany.com, storecompany.com. Ces deux URL ont des paths, des chemins différents à la fin, mais elles ont bien la same origin policy. Dans cette URL, elle ne sera pas valide puisque le protocole est différent. Vous voyez ici, c'est un HTTPS, ici, ce n'est pas HTTPS. Sur cet exemple-ci, le port est différent, 81 au lieu du 80 standard. Donc c'est là pareil, ce sera rejeté. Et enfin ici, si carrément on a un hôte différent, news.company au lieu de store.company, c'est pareil, ce sera rejeté. Alors maintenant, ce qui peut arriver, c'est qu'un peu comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les webhooks, on a envie de désactiver la protection CSRF de Rails. Ça peut être le cas, nous, avec nos webhooks de Dropbox Sign, ce serait le cas avec Stripe, etc., etc. Parce que ces systèmes extérieurs, Stripe, Dropbox Sign, ils ne sont pas au courant de notre jeton CSRF. Et pourtant, on ne veut pas faire obstruction à ces demandes. Et bien dans ce cas-là, on peut utiliser dans notre contrôleur le Skip Forgery Protection, ou alors comme on l'a vu dans la vidéo sur nos webhooks, utiliser carrément Action Controller API pour hériter d'un contrôleur allégé qui vient sans justement la protection contre les attaques CSRF. J'ai mis des ressources, je vais mettre le lien de cette présentation dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et continuez de coder avec Rails. À bientôt.